Allez, bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. Celle-là, je veux la faire depuis un bon moment. C'est un sujet qu'on a déjà traité, bien entendu, plusieurs fois, soit dans des lives, soit ça a été abordé dans les briefs annuels, etc. Mais effectivement, pas mal de questions sont remontées par rapport à ça, du côté de l'audience. Donc, il me semble normal de clarifier un petit peu tout ça, d'une part pour lever les incertitudes et que le propos soit tenu correctement, et puis surtout parce que ça me semble être d'une importance capitale pour garder une psycho compatible avec le trading dans les prochaines années. Bon, à quoi je fais référence? Le titre, évidemment, le dit déjà. Donc, il s'agit de choses, comme je dis, normalement, vous les avez déjà entendues si vous avez l'habitude d'écouter certaines des émissions ici. Ce que j'ai coutume d'appeler la crise de valeur, mais c'est une thématique qui est déjà reprise sous pas mal d'angles, certains, comme d'habitude, plus ou moins bien traités que d'autres. Ce sujet d'un changement radical de la structure sociale autour de la possession. Alors, il y a un peu tout et n'importe quoi. Donc, quand moi je vous parle de crise de valeur, ça fait donc référence à ça, cette crise de changement de la perception de la possession réelle des choses. Ça fait référence à pas mal de choses que je peux voir moi, que je vois aussi d'ailleurs changement dans les comportements sociaux chez certains amis, etc., qui arrêtent d'acheter des machines à laver, qui commencent à les louer, parce que ça leur permet d'avoir un matériel de meilleure qualité qui ne pourrait pas s'offrir. Mais bon, en attendant, du coup, ça reste une forme de crédit dérivé. Du coup, vous ne possédez plus rien du tout. Vous ne faites que louer l'accès à. Donc, évidemment, ce changement de paradigme, comme toujours, ça redistribue les cartes, ça gêne certaines personnes. Et comme toutes les révolutions, évidemment, ça se produit généralement par des phases d'accélération relativement rapides et des distorsions de la perception. Donc, vous allez avoir des gens qui luttent contre parce que c'est pas normal, etc., etc. Je fais référence toujours ici, je vais aller le récupérer, hop, voilà, à ce schéma, donc de dire il va y avoir deux partisans. Donc comme toutes les révolutions, la finalité de toute façon c'est que ce sera évident. Évidemment au début ça doit paraître stupide et dangereux de faire ça, bien entendu, et évidemment de l'autre côté il s'agit donc de comprendre c'est un système qui va aller trop loin, l'avenir c'est de changer ce truc là. Bon, je schématise, l'avenir c'est nous. Mais voilà, pourquoi il y a quand même de fortes chances qu'effectivement donc ce narratif autour du changement même de la notion de possession, c'est non seulement probablement une révolution, donc faire partie des gens qui vont lutter contre, ce ne sera pas très malin, mais dans un certain sens, il va y avoir évidemment, comme toutes ces révolutions, une forme de distorsion de la perception dans laquelle évidemment il faudra être assez intelligent pour naviguer efficacement. Le mieux étant toujours pour moi dans une révolution d'essayer de pas nécessairement être parti et juge à la fois, mais plutôt d'essayer de naviguer correctement les différents cycles. Bon, c'est pas toujours facile évidemment puisque comme tout être humain, on a un avis et qu'il est très difficile d'agir contre cet avis. Dans ce cas-là, comme je vous dis, si vous avez un biais partisan par rapport à cette notion-là, moi par exemple pour la notion de propriété, c'est pas vraiment mon cas. Je suis plutôt neutre ici dans cet avis-là, je vois le pour et le contre des deux solutions et il me semble voir les prémices des comportements qui vont faciliter la transition sous forme de révolution. Donc c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui, c'est évidemment spéculatif, un sujet dont on avait déjà parlé, mais il me semble qu'il est sujet aujourd'hui à être couvert un petit peu plus profondément. Donc, si on part dans une idée donc d'une révolution du modèle de la possession, il s'agit de voir du coup quels seraient les deux grands partis qui s'opposent et donc qui auront des oppositions et des radicalisations dans leurs oppositions, avant qu'évidemment tout le monde finisse par se mettre d'accord que bon, effectivement, c'était inévitable. Donc, de ces deux parties-là, vous avez donc d'un côté ce que je reprendrai, même si en fait c'est un mime, c'est d'ailleurs assez amusant, mais c'est celui qui circule le plus, le fameux "You'll own nothing and be happy", supposément attribué au World Economic Forum, alors que c'est pas du tout le cas. Mais bon, ils l'ont repris eux-mêmes et ça a choqué pas mal de monde. Mais bon, donc c'est assez amusant. Je vous laisserai regarder un petit peu effectivement l'histoire de ce mème sur cette phrase. Donc, vous ne posséderez plus rien et vous serez heureux. Bon, la reprise réelle qui en est faite par les thématiques du World Economic Forum, qui sont donc eux, ils appellent ça le Great Reset, dans lequel, effectivement, ils le disent bien, les changements relatifs à la possession semblent inévitables dans un monde dans lequel un nombre de ressources fini, avec une incapacité, en tout cas à plus ou moins moyen terme, de s'extraire de cette limitation physique du monde dans lequel on est. Concrètement, on ne peut pas créer des matériaux qui n'existent pas. Il faudrait aller miner sur d'autres planètes et on n'a pas encore la technologie pour le faire. Donc, mis à part relever de la science-fiction, il s'agit donc bien de comprendre leur vision qui est de dire, dans un monde fini aux ressources finies,
on va se taper un mur dans la gueule et il va falloir revoir la possession. Avec le modèle de croissance actuel, basé justement donc sur des possessions privées, etc., ça ne peut pas fonctionner. Bon, moi je suis plutôt d'accord avec eux sur cette thématique-là. Maintenant, évidemment, vous savez que j'ai beaucoup de dissensions avec le World Economic Forum quant au fait qu'ils se servent de ce narratif pour introduire des dominances un petit peu de l'ordre de ce qu'on peut appeler l'inverse des démocraties. Enfin bref, c'est de supprimer la démocratie en passage de lieu et place de ce problème inhérent d'accès aux ressources locales sur la planète. Donc, il y a quand même des idéaux réalistes là-dedans, qu'il s'agit de dire, il est clair que ce modèle de possession va changer parce que tout simplement, il n'est pas viable. Donc, c'est pas possible. Soit on a un effondrement de la population, et dans ce cas-là, très peu de personnes vont continuer à vivre dans ce modèle possessif, soit il faut qu'on revoie le modèle possessif. C'est-à-dire, des choses vont changer. Ce fameux « you'll own nothing and be happy ». Bon, la thématique, derrière, en tout cas moi celle qui me semble un peu plus réaliste que le fantasme du Great Reset, c'est plutôt de dire que ce modèle d'appartenance va basculer d'un modèle de produit, dans lequel on a été habitué et bercé, si vous avez comme moi, entre 30, on va dire entre 25 et 35 ans, vous n'avez connu que ça, basé sur j'achète des produits, je possède, etc. Voilà. Passer à un modèle de service, qui est de dire, effectivement, dans ce cas-là, à quoi servait le produit à la base? À rendre un service. Par exemple, voilà, ce service, c'est laver mon linge, et en soi, que j'ai possède la machine qui lave mon linge ou que je la loue, ça lave mon linge. Donc, il s'agit juste de comprendre que dans ce cas-là, vous ne possédez plus le produit, vous allez acheter et louer le service de lavage de linge, toujours chez vous, hein, mais ça veut dire la machine, elle ne vous appartient pas, il va falloir payer une souscription mensuelle, mais par contre, évidemment, le service viendra avec tout un tas d'autres services, comme par exemple, machine en panne égale 2 jours après, t'en retrouves une. Voilà. Donc, il y a des avantages, il y a des inconvénients, que je vous dis, il y a des gens qui vont lutter contre, parce qu'il y a évidemment des effets négatifs, et c'est un changement de paradigme qui induira clairement tout un tas de distorsions diverses et variées. Bon, donc si on revient là-dessus, sur ce changement des modèles de la possession, donc c'est une intro, hein, je vous rappelle, c'est pas le but de la thématique ici, c'est juste de vous faire comprendre que malheureusement, cette révolution, elle est déjà probablement en marche, et qu'effectivement, il va y avoir des formes de radicalisation dans lesquelles il faudra éviter de tomber, d'accord? Donc comme j'ai dit, si vous êtes malin, vous allez être plutôt neutre sur cette idée. Vous êtes plus ou moins pour, contre, vous voyez des avantages et des inconvénients des deux côtés. C'est quand même bien de posséder des trucs, mais en attendant, on comprend bien que c'est pas possible de faire sortir aujourd'hui l'Inde et la Chine dans un statut comme les États-Unis. Il n'y aura pas assez de possession sur Terre pour ça. Donc c'est juste pas possible. On comprend bien que ce système-là ne peut pas durer. Donc il faut le revoir, le changer. Et il y a différentes façons de faire. Je vous dis, soit ça se fait doucement dans une forme de transition, soit ça se fera sous forme de révolution. Peu importe sous quelle forme on la met, cette révolution, c'est un changement relativement brutal, avec donc, comme on l'a dit, des distorsions de perception psychologique des deux camps qui ont des positionnements un peu radicaux. Ok? Donc, comme je vous dis, probablement, à terme, c'est les deux ont tort, c'est-à-dire que la vision de l'avenir, c'était évident que ça n'allait pas se passer comme le World Economic Forum, mais en attendant, ceux qui pensent qu'on va continuer ad vitam aeternam, qu'on va transformer le monde en une possession magistrale avec un monde qui ne tourne qu'autour du Bitcoin, franchement, ces gens-là se plantent total aussi. Donc la question, c'est de comprendre qu'il faut faire attention. Ok? Quel pourrait être donc dans ce schéma-là, donc entre ces deux mondes un petit peu radicaux, qui sont donc de dire le monde doit être basé sur la possession et quiconque essaye de nous l'enlever sous une forme ou sous une autre doit être détruit, ces gens sont dangereux et stupides. Alors non, les gens du World Economic Forum ne sont pas stupides et dangereux, certains peuvent l'être, mais évidemment certains de leurs idéaux le sont, et comme on l'a vu à travers ces mimes, ça peut être effectivement repris, transigé dans toutes les formes, et évidemment donc les propos sont déformés. Et après, à partir de là, on s'en sert pour vous dire que ces gens-là sont stupides et dangereux. Non, encore une fois, ce sont les gens les plus intelligents de cette planète quand même, hein, qui font partie du World Economic Forum. Faut peut-être pas non plus les prendre pour des gros débiles, hein, juste comprendre que certains de leurs propos sont évidemment détournés, et même si certaines personnes là-dedans sont dans des prises de contrôle assez radicales, d'accord, justement problème de refonte de la gouvernance, enfin, bref, tout, chez le World Economic Forum, il y a plein de trucs à balancer quand même, hein, on va pas se mentir. Mais il s'agit de comprendre cette distorsion, d'accord, pour en tirer parti et pouvoir naviguer cette crise que je vous ai annoncée et qui est donc immédiate, qui a déjà commencé, entre guillemets, puisqu'on en voit déjà les premières étapes, à suivre, ça va être le bouleversement, c'est-à-dire soit catalysé par des crises
peut-être de l'ordre financier ou autre, peu importe, ou justement des crises climatiques. Là, en tout cas, loin de moi l'idée d'imaginer le déclencheur, je parle juste du principe que ça semble de plus en plus probable au fil des prochaines années. Quand je vous dis la crise de valeur a commencé et elle va arriver, en tout cas elle semble inévitable, voilà le moment déclencheur que j'attends, dans lequel je souhaite voir évidemment donc la perte de contrôle de ces partisans de l'ancien monde. C'est concrètement, on vous dépossède partiellement, hein, attention, comme je vous dis, n'allez pas tout de suite dans l'extrême de Bon, pour moi, ça a déjà commencé sous la forme de ce qu'on connaît actuellement, c'est-à-dire concrètement, on se rend compte que ce qu'on possède à la banque, on ne peut pas vraiment le sortir. On peut éventuellement le mettre dans Bitcoin, mais c'est volatile. Et puis si on perd ses clés, on perd tout. Enfin, il n'y a pas que du luxe dans Bitcoin et dans les cryptos. Mais il s'agit de comprendre donc que les gens, petit à petit, vont probablement se réveiller pour comprendre qu'en fait, tout ce qui est à la banque, ça leur appartient pas vraiment. En fait, ça appartient surtout à la banque. Bon. Et à ce moment-là, on va se sentir dépossédé. C'est vraiment le moment perte de contrôle. D'accord ? C'est le moment où, effectivement, ces gens du World Economic si stupides et dangereux ont réussi leur coup, ils nous ont foutus dans la merde, ils nous pètent notre système bancaire, notre argent, mon argent durement gagné. Hein. Pourquoi j'ai toujours dit il faut un hedge crypto avant que ce truc-là commence, hein, c'est-à-dire qu'il ne faudra pas attendre que la crise démarre pour acheter des cryptos, ce sera complètement con, et à ce moment-là, elles vaudront théoriquement l'infini. Maintenant, prévoir ce moment-là, c'est impossible aussi. C'est juste de comprendre que cette crise a de fortes chances de se produire dans les prochaines années, puisque les précurseurs sont déjà là. Les radicalisations émotives sont déjà là. Il ne reste plus qu'un déclencheur, à mon avis, à attendre. Donc attention à ce déclencheur, je pense qu'il pourrait venir d'un désordre bancaire, même si je vous l'ai dit, je ne mise pas sur l'effondrement du système actuel. Je pense juste, encore une fois, qu'il s'agit peut-être d'un déclencheur local et que c'est probablement même pas, d'ailleurs, ce que les prédicateurs du futur nous disent. Il s'agit ici d'un black swan, c'est-à-dire d'un truc non prévisible. Là, on vous annonce la contagion bancaire tous les 4 matins, ça me paraît, encore une fois, assez peu probable. Donc ça prendra probablement une forme incompréhensible, mais en attendant, ce qu'on va voir, c'est donc une perte de contrôle. C'est-à-dire les gens vont se sentir lésés, ils vont avoir l'impression de perdre le contrôle de la situation. À côté de ça, évidemment, nos amis disrupteurs du World Economic Forum vont probablement voir ça comme l'opportunité du siècle pour enfin mettre à profit leur superbe Great Reset. Évidemment, il s'agit bien de comprendre qu'ils vont se planter, puisque donc nous, on va commencer probablement à se résigner, capituler et dire « Bon, ok, le système tel qu'il est doit changer. Qu'est-ce qu'on va commencer à faire ?» Eh bien, effectivement, commencer à consommer légèrement différemment. Encore une fois, ici, il s'agit probablement d'une crise d'ordre monétaire, et il s'agit de comprendre que la monnaie, c'est ni plus ni moins qu'un moyen d'échange. D'accord ? Donc, ces transformations-là, elles vont juste se faire sous forme de, au bout d'un moment, on va se résigner et capituler à s'adapter. C'est-à-dire, concrètement, je ne sais pas quelle sera la nature de la crise. Donc, prévoir la résiliation et la capitulation, c'est complètement con. Mais prenons des hypothèses. S'il s'agissait effectivement, comme certains le disent, comme inévitable, d'un effondrement bancaire, c'est-à-dire un bank run, et au final, il n'y a pas assez d'argent, etc., ou justement, il faut créer tellement d'argent pour assumer les rédemptions qu'on a affaire dans ce cas-là à une hyperinflation. Bon, dans ce cas-là, qu'est-ce qui va se produire ? Tout simplement, soit le prix des biens va monter très fort et on va se résigner à ça, soit on va passer sur un autre modèle financier, c'est-à-dire soit des économies plus locales, soit carrément le changement de devise de réserve vers quelque chose de plus stable. Certains disent le Bitcoin inévitable, bon, pas tout à fait d'accord avec eux, puisque comme je vous dis, il ne faut pas faire partie des deux extrêmes. Donc moi, je ne pense pas que ce soit ce monde-là, mais qu'effectivement, trouver une forme de compromis, de résignation à « ok, l'état vient de changer, l'état naturel des choses vient de changer, le prix des actifs et des possessions varie tellement », d'accord ? Je dis souvent une crise de valeur, le prix des choses risque de varier tellement vite que se posera la question de la valeur. Et c'est là que peut se faire l'éventuelle transition du produit vers le service. C'est de dire, posséder devient tellement compliqué dû aux arbitrages qui peuvent être faits, puisque concrètement, le prix varie tellement que je pourrais commencer à trader des machines à laver, l'acheter une semaine, la revendre dans 2 mois, ou dans ce cas-là, on dit ces dérives financières créeront tellement de volatilité sur les prix que se posera la question de, bon, au final, vu que le prix va de l'enfer au paradis, peut-être qu'en soi, quelqu'un qui me permettra d'assouvir le service avec un peu plus de stabilité permettra, encore une fois, de revenir à une chose plus primaire. À la base, je ne suis pas supposé acheter et vendre ma machine à laver toutes les 3 semaines, mais plutôt laver mon linge. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est sous cette forme-là qu'on risque éventuellement de voir une résignation et une capitulation.
Ce qui est surtout important, encore une fois, de comprendre, c'est que de toute façon, derrière, la deuxième forme d'oscillation se produit. C'est-à-dire, c'est le moment où eux pensent qu'ils vont nous mettre tout ce qui va avec le package, c'est-à-dire, tu posséderas plus rien, on va te déposséder de ton toit, on va te déposséder de ceci, de cela, on va te coller une CBDC ici, on va tout contrôler, etc. Le monde, un peu selon le World Economic Forum, c'est là où ils vont se planter. Ils vont dire, bon merde, au final, on aura réussi à imposer notre modèle de location, entre guillemets, tu vas louer ta vie, ou en tout cas certaines parties de ta vie ne seront plus des possessions au titre de ce que tu faisais avant et que tu considérais comme la norme va changer et ça te paraîtra évident à terme de dire putain, c'est vrai qu'à l'époque on achetait ces trucs-là, en fait c'est quand même vachement plus pratique de les louer, en plus ça permet de les recycler derrière, enfin bref, on se dira c'est vrai que c'est quand même mieux comme ça. C'était évident qu'il fallait changer ce modèle. Bon, moi, comme je vous dis, j'y vois des arguments pour et contre. Ce qu'il s'agit de comprendre ici dans cette introduction, qui est un peu longue, je le conçois, c'est que déjà, ouvrez un petit peu. C'est de dire, les thématiques sont souvent distordues, le World Economic Forum est vu comme le grand méchant, c'est bien le signe qu'il y a un camp opposé qui utilise des techniques de manipulation, au même titre que le World Economic Forum, pour vous rallier à sa cause. Essayez de rester relativement neutre, mais de comprendre qu'un changement semble quand même nécessaire. Voilà, ça c'était l'intro donc sur ce truc-là. Ce qu'il s'agit de comprendre derrière, donc quand je vous parlais de cette crise de valeur, ça va être donc la question de se dire quel est donc le type de mécanisme qui va être disrupté. D'accord? Donc le fameux, qu'est-ce qui est, quel est le type de produit qui pourrait passer sous cette forme de subscription? C'est-à-dire, donc comme on l'a dit, c'est un bien dont le service n'est pas récurrent, et dont le prix d'achat pourrait varier considérablement. Donc, moi, il s'agit de dire, effectivement, si on pose la problématique principale, il s'agit de se dire, c'est probablement basé sur les matières premières, donc, je vous l'ai dit, attention, le prix risque de varier, nique sa mère. Si c'est bien le cas, ce sera probablement ça, le catalyseur de la crise. La variation énorme des matières premières qui va faire varier immédiatement le coût de certains biens, produits. D'accord? Donc il s'agit de dire, pour moi, l'immobilier a écarté très vite, parce que c'est un système qui a beaucoup d'amortissement, et par contre, bon, effectivement, le coût d'achat d'une maison risque de varier, parce que y a quand même beaucoup de matériaux pour construire de nouvelles maisons, mais le marché secondaire, c'est-à-dire d'achat-revente des biens immobiliers, lui risque quand même d'absorber le choc un peu plus vite. Il risque de se produire pendant beaucoup plus longtemps, mais le choc sera moins brutal, alors que là, on parle d'une rupture. Bon, il s'agit de voir dans votre entourage quels sont tous les biens que vous possédez, d'accord, que vous n'utilisez pas 15 fois par jour, parce que j'en vois souvent dire le premier truc qui va sauter, c'est les téléphones portables. Nope, je ne pense pas du tout. C'est d'ailleurs pour ça que je ne suis pas du tout chaud Apple, même si beaucoup disent « Ouais, mais Apple va être le premier à passer à téléphone as a subscription et tu ne te poseras plus la question. » Non, je ne pense pas. Le téléphone, c'est bien une des rares choses qu'on utilise tellement qu'on voudra posséder. Donc il s'agit bien de comprendre quel est, dans votre entourage proche, votre maison, les trucs que vous seriez prêt à sacrifier comme possession. Concrètement, moi je vous le dis, puisque j'ai des amis qui ont déjà commencé à faire ce genre de truc, c'est l'électroménager. Raison pour laquelle il s'agit de faire attention à toutes ces boîtes qui produisent de l'électroménager parce qu'elles vont se faire disrupter. Elles vont probablement passer d'un modèle de production à un modèle de location, ou en tout cas un modèle différent, de subscription, etc. C'est par là que ça va commencer. Le pire, c'est que ça a déjà commencé et que vous ne le voyez pas. Donc, quand je vous parle de crise de valeur, pourquoi moi, sur ce cycle, je me positionne surtout sur les commodities? C'est parce que, comme je vous le dis, il y a des éléments dans lesquels des biens de première nécessité à la consommation quotidienne, la bouffe, vos téléphones portables, vos machins, vos trucs là, ce seront probablement, comme ils sont considérés par vous-même et par les autres individus de la société comme des commodités. Je veux dire, si on vous enlève votre téléphone, limite aujourd'hui on vous enlève votre identité. Donc ça fait clairement pas partie des trucs qui vont sauter. C'est les derniers trucs qu'on changera éventuellement quand les mœurs auront déjà évolué magistralement. Ce sera bien plus loin que l'étape du c'est évident. Donc, d'abord, trouver ces biens et services dans lesquels, comme on l'a dit, il y aura cette capacité à se résigner, à accepter et à s'adapter. Pour ma part, ça vient donc, comme je vous dis, premier lieu, l'électroménager. C'est ce qui coûte une burne chez vous. C'est ce qui est avec une forme d'obsolescence. C'est-à-dire, quand votre machine va vous lâcher, en fait, vous n'allez pas pouvoir en racheter une. Ça coûtera trop cher, voire même, encore une fois, il est même fort à penser que l'idée même de la posséder à ce moment-là n'aura plus vraiment de sens. Vous irez chez votre marchand d'électroménager, puis il vous proposera des subscriptions.
beaucoup plus qu'il vous proposera d'acheter, parce que de toute façon, d'un point de vue économique, ce sera plus rentable pour vous de passer sur ce modèle d'abonnement ou de non-possession. Donc faites attention, c'est déjà en train de se produire, pour ma part, ce truc-là au fond de ma tête déjà depuis pas mal d'années, je vois aujourd'hui les changements sociétaux commencer à se mettre en place. Hein, moi, concrètement, les amis en question dont je vous dis, ils sont très contents aujourd'hui d'avoir un superbe fricot américain et un superbe lave-linge, sèche-linge, machin, etc. Et ça leur fait plus ni chaud ni froid de se dire qu'ils ne le possèdent pas. Attention, encore une fois, ça change. Ne faites pas partie de ceux qui vont lutter contre. Voilà, il s'agit juste de dire, le changement n'aura probablement pas la nature de ce qui est annoncé par le World Economic Forum, vous ne posséderez plus rien du tout, on va vous mettre des CBDC et vous ne posséderez même pas l'argent que vous avez à la banque. Il s'agit de faire attention à ça. Les réactions émotives du type « Ah bah du coup je débancarise tout, je fous dans le Bitcoin », peut-être compliqué quand même. C'est pas demain que vous allez payer votre baguette en Bitcoin. Je vous le rappelle quand même, Bitcoin c'est un bloc toutes les 10 minutes, les blocs n'ont pas de finalité instantanée. Je vous imagine mal passer 10 minutes devant la boulangère. Donc, après le délire de oui, mais on peut avec du Lightning Network et ce genre de trucs, non, encore une fois, la réserve de valeur Bitcoin, c'est lié au fait que le narratif est que Bitcoin doit rester pur. Une réserve de valeur, c'est pas un truc avec lequel on réalise des transactions tous les matins. L'or ayant été devise de réserve, enfin valeur de réserve, pendant des décennies et des centaines d'années même. C'est quand même dingue de vous imaginer que les transactions réalisées en or à l'époque, c'était proche de nada, que dalle. Les gens ne payaient pas avec des pièces d'or. Les pièces d'or, elles étaient dans des coffres, dans les châteaux. Et très peu de transactions à forte valeur nominale étaient réalisées dans cette devise de réserve. Donc, réveillez-vous à un moment donné. Si Bitcoin, c'est vraiment la prochaine devise de réserve mondiale, ce dont personnellement je pense que c'est plus que probable, d'une part, ça va mettre du temps à s'imposer, mais deuxièmement, c'est pas des NFT et des payment channels qu'il va falloir mettre dessus, mais bien l'inverse. Rien du tout. Bitcoin doit rester absolument neutre. Donc faites attention encore une fois au discours radicalisant de « ils veulent vous retirer vos propriétés, retrouver la propriété de vos actifs en possédant du Bitcoin ». Mais non, bordel, c'est con, ça n'a aucun sens. Encore une fois, ce sont des discours un peu radicalisants. Faites gaffe, pour ma part, autant le World Economic Forum que les Bitcoin maximalistes se plantent total. Et pourtant, ils possèdent probablement tous les deux une partie de la réponse. C'est-à-dire, probablement que oui, vous allez changer votre modèle de possession, probablement pour l'électroménager, ce qui semble le plus évident, mais il y a probablement beaucoup d'autres choses auxquelles je ne pense pas encore ici. C'était plus pour vous donner une piste de réflexion, de choses qui semblent déjà plus que probables, puisqu'elles se produisent déjà dans la vie réelle. En tout cas, on en voit les prémices de changements comportementaux. Dans un deuxième sens, probablement que les bitcoins maximalistes ont quand même pas tort dans le débat, qui est de dire il y a bien une propriété qu'on ne pourra jamais vous retirer, c'est celle du bitcoin self-custody. Et ils ont clairement raison là-dedans. Et je le dis toujours, un portefeuille aujourd'hui sans bitcoin spot, détenu sur une clé Ledger, qui est détenu dans un lieu sécurisé, etc., je pense que c'est dangereux. Voilà. Enfin, c'est dangereux. C'est ne pas prendre aujourd'hui une assurance qui a toute la légitimité d'être réellement nécessaire. Clairement, moi, aujourd'hui, une personne qui détient toute son épargne, des centaines de milliers d'euros dans une assurance vie indexée à un fonds euro, j'appelle ça du suicide. Mais du vrai suicide. Voilà. Donc, il faut vraiment faire attention, prévoir donc des changements dont on ne connaît pas la nature, mais dont il est intéressant dès aujourd'hui de commencer à se poser la question, de savoir de quelle forme de changement on pourrait avoir à faire. Pour moi, ce changement de la crise de valeur est basé sur un changement des modèles de possession qui va toucher certains actifs et certains produits, mais pas d'autres. Et évidemment, le changement étant brutal et très fondamental, risque de choquer pas mal de personnes, d'une part non préparées. Attention donc au biais émotionnel. Attention à ne pas vous faire manipuler ni par un côté ni par l'autre. Bien essayer de comprendre que les deux ont probablement une part de la réponse. La finalité, de toute façon, en restant, quoi qu'il arrive, ce sera évident. Ne luttez pas contre, ne vous radicalisez pas et faites attention, donc encore une fois, à ne pas entrer dans ces pertes de contrôle, prise de contrôle, etc.
Ok? Bon, connaissant les profils des gars crypto, vous, le risque, c'est surtout de faire partie de la radicalisation. Ils sont stupides, ils sont dangereux. Dieu sait qu'il y a énormément de chaînes crypto, pour ne pas les citer, Coin Bureau et Grand Angle Crypto, qui sont extrêmement radicaux dans leur vision de ce changement dont on perçoit déjà. Et c'est tout à fait normal. Il s'agit de comprendre que quand vous avez du coup un avis assez radicalement posé de base, la seule tendance psychologique qu'on connaît, c'est la radicalisation. C'est-à-dire, en fait, le stress que génère le changement d'opinion quand on a déjà une opinion radicale, c'est trop. Le cerveau préfère généralement continuer dans la forme de radicalisation, c'est-à-dire on va chercher des gens qui ont les mêmes idéaux que nous, renforcer ces mêmes processus. Tout ça, c'est très très bien documenté évidemment en psycho, donc il faut vraiment faire attention à ces formes de radicalisation. La vidéo que je vous fais aujourd'hui, elle est vraiment à ce but-là. Vous faire réfléchir à ce truc-là, pour que dès le départ, vous ayez un peu de recul sur cette situation. Oui, la crypto était elle-même une révolution, et moi je faisais partie d'une certaine partie radicale qui voulait disrupter le système financier, et je suis passé par ces mêmes cas extrêmes que vous. Il s'agit de comprendre que ce modèle de la révolution, le mieux, c'est encore de se trouver au milieu pour naviguer efficacement. C'est pas toujours facile, mais attention, ce même modèle qu'on a utilisé pour la révolution crypto, c'est aujourd'hui aussi en train de se produire dans d'autres choses. D'accord? Ce système révolution-disruption, c'est pas un modèle qui ne s'applique qu'à la révolution crypto. C'est un modèle, encore une fois, que vous pouvez calquer sur tous les schémas révolutionnaires. Les étapes 1 et 2 étant visibles pour ma part aujourd'hui face à cette opposition du changement du monde vu par le World Economic Forum, la montée en puissance de la radicalisation opposée, hein, ils sont stupides, ils sont dangereux, quitte à changer le monde, il faut qu'on le change en Bitcoin, je pense encore une fois que c'est extrêmement dangereux. Ce modèle de la possession, il est déjà en train de changer et c'est bien le signe que d'avoir un positionnement radical là-dessus, c'est probablement pas la chose la plus importante et intelligente à faire. Voilà, ceci dit, je vous souhaite à toutes et à tous une agréable journée. J'espère que vous aurez appris quelques trucs sympas. Et puis donc, crise de valeur égale, comme on l'a dit, raisonner déjà intelligent. Si cette crise de valeur doit se produire, les plus probable des choses à venir, c'est déjà, à mon avis, un bon gros bouleversement sur les matières premières. Je vous mets juste ça dans un coin de votre tête. On en avait parlé, et pour ma part, les prochaines années, il va falloir être sur ces trades-là. Attention, ils seront volatiles, donc stop large, pas d'effet de levier outre mesure. Mais c'est bien là que la guerre va se passer si j'ai raison sur ce changement et cette révolution à venir, sur les modèles de la possession, cette fameuse grande crise de la valeur. Quelles sont les choses que j'ai réellement besoin de posséder? Quelles sont les choses que je peux subsidier à quelqu'un d'autre sous une forme de service? Voilà pour moi la forme selon laquelle ce modèle risque de changer. Voilà les bonnes questions à vous poser avant, évidemment, pour ne pas les subir de plein fouet avec des réactions émotives qui pourraient perturber votre trading. Voilà, voilà. Ciao, ciao!